Bienvenue à La santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Je suis Jean-Pierre Gagné et bienvenue à cet épisode du balado La santé au-delà des mots. Cette semaine, je reçois M. Stéphane Beaulieu, qui est directeur des ventes pour le Québec, pour la compagnie Johnson & Johnson, compagnie médicale. Stéphane, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Alors, je tiens à souligner que Stéphane, que je connais depuis plusieurs années, s'exprime aujourd'hui en son nom propre et non au nom de la compagnie Johnson & Johnson. Nous allons repasser la carrière de Stéphane aujourd'hui et s'attarder aux éléments qui me semblaient intéressants dans le contexte d'un spécialiste du domaine médical pour une grande compagnie internationale et voir un peu les relations entre ce type de compagnie et le secteur de santé. Stéphane, tu es originaire de Thetford Mines? Oui, oui, effectivement. Je suis né à Toronto, mais j'ai été élevé à Thetford Mines de toutes les places dans le monde, mais c'est ça, j'ai fait toute ma jeunesse à Thetford Mines. Tu es arrivé là à quel âge? J'avais un mois. OK. Donc, c'est une longue histoire familiale, là, mais oui, c'est que j'ai toujours vécu là. Je présume que c'est le travail de tes parents qui t'a amené dans cette région-là, évidemment, en général, ou... Moi, personnellement, qu'est-ce qui m'a apporté... pour faire une histoire courte, je suis adopté, donc je suis né à Toronto et j'ai abouti à Thetford Mines, dans une famille à Thetford Mines. OK. Tu vois, c'est une chose de... J'ai toujours présumé que tes parents, avaient été nés à Thetford Mines ou... mes parents adoptifs. Que j'appelle mes parents, oui. Parce que pour moi, c'est mes parents. En fait, oui. Eux, oui, mais pas moi. Là, OK. Puis tu as fait toute ton éducation à Thetford Mines. Effectivement, mon école primaire, l'école au coin de la rue, l'école typique au coin de la rue, l'école secondaire... typique dans la petite municipalité, excuse. Ouais. Ensuite de ça, le cégep. Puis ensuite de ça, je suis parti pour aller à l'université à l'extérieur. Puis, tu es métissé, là, donc oui. Je voulais te demander, parce que c'est le racisme systémique est très à la mode dans le moment. Ouais. Alors là, je me déplace probablement dans les années 70, quand tu étais enfant, là, effectivement. Parce qu'on a à peu près le même âge. Oui. C'était comment... Parce que moi, ma mère vient de Thetford Mines. Oui. Alors, c'est une ville où il n'y avait pas beaucoup de personnes avec la peau noire, ou même avec moindrement un aspect, disons... différent. Alors, comment c'était de vivre à Thetford Mines il y a 40 ans? C'est une bonne question. En tant qu'enfant, je n'ai pas vraiment conscience là, de ta différence. Peut-être que ça arrive un peu plus tard dans une jeune adolescence, mais de façon surprenante, j'ai pas l'impression que j'ai vécu du racisme. Là, c'est sûr que les gens étaient curieux, me posaient des questions, des fois me percevaient différemment, mais j'ai pas vécu parce que beaucoup de gens me posent ces questions-là, mais j'avais pas cette perception-là. C'est sûr que je savais que j'étais différent, je savais que les gens me voyaient différemment, mais les gens, culturellement, c'était comme les autres, là. Fait que ça passait assez bien. J'avais quelques familles qui étaient soit noires, haïtiennes, des choses comme ça au village, mais de façon... C'était pas qu'est-ce qu'on pourrait s'imaginer que c'était aussi conservateur qu'on peut s'imaginer. OK. Donc, c'était pas un enjeu pour toi, là? Non, ça n'a jamais été un enjeu, même que je trouvais, si j'avais à évaluer, mettons, l'impact dans ma vie, il y a eu plus de positifs que de négatifs, là, dans ça. On sait que Thetford Mines, c'est une très belle région, qui est quand même en certaine progression, là, qui a survécu à la fermeture des mines. Oui, oui. Puis qui semble vouloir s'en sortir là, un peu différemment dans le moment. Tes études de cégep, tu as fait ça à Thetford Mines, d'après ce que je comprends, c'est effectivement. Ça?
Donc, c'est ça. J'ai étudié en administration au cégep. J'avais quand même ça. Je savais que le domaine des affaires, c'était quelque chose qui m'intéressait, mais je savais pas sur quel angle, comment que ça allait aboutir. Mais je savais que j'avais l'intérêt des chiffres, l'intérêt aussi des gens dans le monde des affaires. Donc, moi, c'était C'était pas mal sûr que ce serait ça. Ouais, c'était le chemin à suivre. Puis ensuite, tu as quitté pour l'université à Trois-Rivières. Exactement. À l'université de Trois-Rivières, pardon. Oui, c'est ça. Ce que j'ai fait, là, j'ai fait j'ai fait 2 volets qui m'intéressaient. C'était la finance, qui m'intéressait beaucoup, et aussi tout ce qui est gestion des opérations, qu'est-ce qu'on appelait à l'époque GOP. Donc, c'est les 2 domaines où j'ai poussé un peu plus la machine. Donc, c'est la formation que j'ai fait. Ensuite de ça, je suis tombé à 22 ans, je suis tombé sur le marché du travail. Puis, mes premiers emplois, c'était dans les matériaux composites. Ce qu'on appelait à l'époque, parce à l'époque, c'était ce qu'on appelait communément le fibre de verre, mais ça avait évolué beaucoup, ce qu'il y avait de la fabrication de pièces là, qui étaient structurales, des choses comme ça. Donc, avec des gros clients comme Bombardier, Kawasaki, des choses comme ça. Donc, c'est le travail que j'ai fait. Et j'ai été, à travers le travail que je faisais, j'ai été envoyé à ouvrir des entreprises, des usines, une au Vermont. C'est ça que je voyais, notamment à la fin des années 90. Exactement. Donc, l'entreprise principale était basée à Thetford Mines, encore une fois, plus en Beauce? Était basée, donc le siège social était basé dans la Beauce, et c'était quand même une entreprise qui était cotée à la bourse. OK, c'était gros, ça. Oui, c'était quand même gros. Il y avait 2 volets. Il y avait un volet matériaux composites, puis il y avait un volet textile technique. Donc, c'était quand même une entreprise d'envergure, avec des clients de classe mondiale. Là. On fournissait des gros projets. Et moi, de par mon travail en gestion des opérations, j'avais beaucoup d'interactions avec les clients parce qu'il y avait des enjeux de qualité et des techniques quand même assez importants. Puis, j'étais beaucoup en lien avec les clients. Puis, à l'époque, je voyageais beaucoup avec le vice-président aux ventes. Et c'est un peu comme ça qu'il m'a introduit dans le domaine des ventes, parce que je pensais jamais faire un travail aux ventes, parce que c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui est tangible là, quand on étudie les ventes, on ne sait pas trop c'est quoi. Donc, de fil en aiguille, en visitant beaucoup de clients, puis tout ça, lui, il voyait bien que j'avais une certaine aisance, ça coulait bien avec les gens, puis il y avait quand même des grands enjeux, là, c'était quand même des gros contrats. Là. J'avais travaillé sur un contrat du métro de New York, c'était quand même des gros enjeux, c'était des clients très, très exigeants, donc avec beaucoup d'investissements. Donc, de fil en aiguille, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à interagir beaucoup avec des clients, puis être introduit au volet vente, à l'aspect vente là, de l'entreprise. Ça fait que là, tu fais ça jusqu'à peu près 2004-2005? Oui. Puis, tu as changé de compagnie au passage? Ou ce qui est arrivé... De ADS à FRE, on est encore dans le fibre de verre? Oui, oui. Parce que là, il y a eu des coupures. J'ai été... fait que là, je suis parti pour une entreprise... dans la région de Montréal. Suite de ça, c'était plus ou moins satisfaisant, mais c'est surtout aussi que j'étais beaucoup parti, je voyageais, puis là, moi et ma conjointe à l'époque, on commençait à bâtir une famille. Okay. Évidemment, là, comme on peut comprendre, les jeunes enfants puis être toujours partis sur la route, mais sur la route, je voyageais en Amérique du Nord. Elle me dit, ben là, Stéphane, si tu veux bâtir une famille avec moi, il faut que tu sois à la maison. OK. Oui. Donc, fait que là, j'ai commencé à chercher quelque chose que je pourrais revenir à la maison, tu sais, les soirs, puis tout ça, Puis, bon, on parlait des gens que je connaissais, je parle un peu de mon profil, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser. Et c'est comme ça que j'ai tombé sur un de mes anciens collègues, Jean-Philippe. Puis il m'a un peu parlé des opportunités qu'il pourrait avoir dans le domaine.
Moi, j'avais une perception au niveau du domaine pharmaceutique, mais là, il m'expliquait que c'était pas exactement la même chose. C'était médical, c'était plus hands-on, en tout cas, selon ma perception, que c'était t'étais beaucoup plus impliqué. OK. Donc, bref, il m'a vendu le projet, il m'a vendu aussi l'entreprise. Puis Okay. J'ai fait les entrevues, j'ai tout fait ce qu'il y avait à faire. Il y avait quand même beaucoup d'exigences. Bilinguisme, cours universitaire, l'expérience. Donc, ce qui t'a amené un peu dans ce domaine-là, c'est plus des considérations familiales. A priori, sinon, tu aurais pu passer ta vie dans le fibre de verre. Oui, ou tu ne te voyais pas là nécessairement à long terme. Non, c'est pas quelque chose que j'avais anticipé. Puis évidemment, quand tu viens pas du domaine de la santé, c'est quand même... Intimidant ou... Je dirais pas intimidant, mais c'est une grosse machine. C'est quelque chose qu'on y va en tant que patient. Ouais. Mais pas jamais pensé en tant que fournisseur ou en tant que partenaire ou peu importe. Je comprends. On est, tu sais, pour la majorité des gens, on va chez le médecin quand on est malade ou on va à l'urgence quand on a un problème, mais c'est un milieu qui est peu connu là, pour la moyenne du public. Okay. Surtout dans le domaine chirurgical. Là. Tout à fait. As-tu eu un intérêt ou as-tu pensé peut-être aller plus du côté, je te dirais, pharmaceutique? Parce qu'il y a vraiment comme deux, dans ma tête de chirurgien, il y a deux sortes de représentants. Oui. Les représentants du côté pharmaceutique qui font la vente ou la promotion de médicaments. Oui. Puis nous, on est en chirurgie, on est beaucoup plus près des gens comme toi qui sont dans le domaine de l'instrumentation chirurgicale. Les implants. Les fils chirurgicaux, vraiment des choses... tangibles, matérielles, là, du fil puis des aiguilles. Oui. Alors, est-ce qu'il y a déjà eu pour toi un intérêt d'aller du côté sombre de la force? Très bonne question. En fait, moi, quand j'ai exploré ce domaine-là, j'ai un autre de mes copains, Francis, qui avait fait un bout de carrière dans le domaine pharmaceutique. Je lui en avais parlé, c'est quelqu'un que j'avais beaucoup confiance. Puis, il m'avait découragé. Il m'avait dit, non, c'est pas pour toi. Je te vois pas là-dedans. C'est pas ta personnalité. Je pense qu'il avait raison. Oui, probablement. Il me connaît assez bien pour ça. Puis, mais dans le médical, pour moi, c'est une autre paire de manches. C'est plus hands-on, c'est plus tangible. Donc, dans le milieu des années 2000, tu joins la compagnie Johnson & Johnson. Oui. Puis tu as monté tranquillement les échelons pour être aujourd'hui directeur régional des ventes pour l'Est du Canada. Oui. J'essayais de penser depuis quand je te connais. Ça doit faire au moins 15 ans. Probablement depuis tes débuts chez Johnson. Oui, probablement. Parce que j'ai le souvenir que quand tu es allé à Cincinnati, ça faisait déjà un bon moment. Oui, que je te parlais. Puis je me rappelle quand tu es parti pour Cincinnati, je pensais que tu ne reviendrais pas. T'sais. Oui, alors, c'était le plan. C'est ça. Donc, j'aimerais ça qu'on revienne sur cet épisode parce que je pense, puis on va pouvoir en parler sûrement, dans le domaine dans lequel tu es éventuellement. On parlait tantôt là, des déplacements liés au fait d'être dans les compagnies là, de fibres de verre dont on parlait tout à l'heure. Mais finalement, tu t'es retrouvé un peu, si je ne m'abuse pas, devant le même dilemme une dizaine d'années plus tard, donc avec une capacité de croissance, une progression. Oui. Là, tu es allé à Cincinnati, donc peut-être nous parler un peu de cette expérience-là, parce que là, tu es parti en famille. Oui, c'est ça. Donc, très bonne. On se connaît depuis, j'estime, probablement, en tout cas, je me souviens de toi, là, Jean-Pierre, quand j'ai commencé, parce que tu étais aussi jeune chirurgien, là. Exact. Donc, puis je sais pas pourquoi qu'on avait cliqué, mais bref, peut-être on s'est connus en 2006. Donc, j'ai fait 2 ou 3 ans, mais avec l'aspiration que je voulais faire d'autres choses, que je voulais avancer dans l'entreprise. Puis là, évidemment, je poussais, puis j'avais des résultats, les choses allaient bien, puis évidemment, nous, il y a beaucoup de politique chez nous, là, un peu comme partout. Comme n'importe où. Exactement. Donc, j'ai fait ce que je devais faire. Puis, ensuite de ça, il y a une opportunité qui s'est présentée pour aller à l'opportunité à Cincinnati. Donc, c'était intéressant parce que c'était, à l'époque, notre division, c'était notre siège social mondial. Fait que c'était quand même une grosse opportunité. Puis, il n'y a pas eu beaucoup de Canadiens qui avaient eu cette opportunité-là.
j'étais le 2e ou le 3e. Là. Donc, j'ai dit, OK, mais si il faut prendre l'opportunité, c'est la famille au complet, on y va tout le monde. Fait que on a pris l'opportunité. On est parti avec l'idée que c'est un projet, on travaillait, c'est ce que nous on appelle dans le jargon des HIPO, des High Potential, des personnes qui sont identifiées pour monter dans l'entreprise. Puis là, le stand, c'est un stand de minimum 2 ans, maximum 3 ans, où ce que tu es exposé à peu près à toutes les fonctions de l'entreprise. Finance, healthcare compliance, la R&D, la recherche formation. et développement. Oui, excusez les termes anglais. Non, pas de problème. Okay. Puis, donc, tu es exposé à toutes les facettes de l'entreprise pour éventuellement faire d'autres choses dans l'organisation. Donc, quand tu es à Cincinnati, c'est plus de la formation ou du travail ou c'est une combinaison? C'est une combinaison, c'est ça. C'est que on forme des gens aussi, des nouveaux représentants qui arrivent de partout sur la planète. Okay. Puis il y avait comme une structure de formation, puis quand même très bien établie, très rigoureuse. Mais aussi, à l'intérieur de tes responsabilités de formation, tu dois aussi t'exposer à différents départements. Un exemple, là, tu prends du temps en finance pour bien comprendre la structure des chiffres, comment que ça fonctionne, la mise en marché en marketing, des choses comme ça. Donc, fait que là, tu as une exposition vraiment mondiale de tout ce qui se passe puis, dans le monde. C'est super intéressant, puis les choses vont quand même vite, parce que c'est quand même une entreprise, une grosse compagnie, Johnson. Oui. Puis, donc, c'est ça. Fait que là, je suis parti. Avec les enfants. Avec les enfants, la famille, la conjointe qui laisse son emploi et tout. Puis, les enfants aussi qui parlent pas anglais du tout. Okay. Donc, je me souviens encore un exemple. Mes enfants, je suis allé les porter parce que mon ex-conjoint n'était pas capable. Je suis allé les porter à l'école avec des, ce qu'on appelle, excusez le terme anglais, mais des flashcards. Où un côté, c'était écrit en français, donc je dois aller aux toilettes, des choses comme ça. Puis l'autre côté, c'était en anglais. Puis, de façon surprenante, en 3 semaines... C'est ça que j'allais demander. Il était bilingue. C'était réglé. Mais sauf que la maman, elle, était vraiment apeurée par ce processus-là. Mais aujourd'hui, c'est la meilleure décision qu'on a faite pour eux. Là. Probablement. L'adaptation a été vraiment, vraiment intéressante. Et l'idée, c'était un tremplin pour avoir un poste plus élevé. Donc, mon idée que moi, j'avais dans la tête, c'est de faire mon stand à Cincinnati. Puis, j'avais commencé à l'obéir pour aller soit en Asie, ce qu'on appelle chez nous en Asie, ce qu'on appelle Asia-Pac, l'Asie-Pacifique. Asie-Pacifique, oui. Exactement. Ou en Amérique latine. Fait que ça, c'était mon idée que j'avais dans la tête. Donc, je commençais à networker cette gang-là pour voir, OK, comment je pourrais m'y rendre. En parlais-tu à ta conjointe? Oui, elle était informée. Donc ça, c'était une opportunité qui était super intéressante, tant au niveau personnel qu'au niveau familial, qu'au niveau professionnel. Là, et d'ailleurs, j'ai même participé à des séjours là, en Chine, à Beijing. C'est super intéressant. Sauf que pour des raisons matrimoniales, on a dû revenir. Okay. On a dû revenir au Canada. Donc, moi, je dis toujours, il n'y a pas une carrière ou un salaire qui va faire que je vais laisser mes enfants derrière. Là. Oui, je comprends. Ça, c'est une question de valeur personnelle. Tout à fait. Donc, on est revenu au Canada. Puis, évidemment, on est revenu à Montréal pour ma conjointe d'être proche de sa famille, moi aussi. Puis, puis on s'est malheureusement séparés. Et ensuite de ça, j'ai accédé au poste là, ça a pris quelques mois, mais j'ai accédé au poste de directeur des ventes pour l'Est. Puis c'est comme ça. Je le fais le travail depuis 2013, 2014. 2013, c'est ça. Ouais. Mais c'est à cause que quand je suis revenu, ça n'a pas commencé tout de suite. Là, j'ai eu une petite période et ensuite de ça, j'ai accédé au poste. Pour que les gens comprennent bien, là, une compagnie comme Johnson & Johnson, oui. Là, peut-être que je te prends par surprise, mais en termes de grosseur, c'est international. Vous êtes dans toutes les sphères d'activité, sur tous les continents. Oui, la grosseur de l'entreprise, c'est la plus grande compagnie médicale pharmaceutique au monde. Il n'y a pas
vraiment il y a des compétiteurs importants dans certains volets, mais overall, quand on regarde l'entreprise au complet, c'est la plus grosse compagnie au monde, c'est sûr. On parle à peu près de... Peut-être que je vais me tromper un peu, j'espère que personne va me corriger, mais on parle environ de 80 à 85 milliards de chiffre de vente par année. Il y a environ 105 000 employés établis dans tous les pays. Puis on parle à peu près, la façon que l'entreprise fonctionne, c'est environ 210 entreprises distinctes. Donc, nous, au Canada, exemple, on est une entreprise distincte qui rapporte les résultats et les chiffres, évidemment, et l'argent à la maison mère qui est au New Jersey. Fait que chacune des opérations sont un peu comme ça dans le monde. Et excusez. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Une province comme le Québec, oui, ou même l'Est du Canada, pour toi, là, oui, c'est à l'échelle de Johnson & Johnson, c'est minuscule. Là. C'est minuscule. Parce qu'écoute, il y a des villes en Chine oui. qui sont tu sais, même, je dirais, Mexico City, oui. Je veux dire, New York, je veux dire, le Québec, c'est minuscule pour vous. Oui. Alors, je dirais pas un enjeu, mais toi, dans le fond, c'est quand même un marché énorme, l'Est du Canada, mais en même temps, c'est très petit. Toi, quand tu arrives plus haut là, au palier de l'organisation, puis tu vas avoir un représentant qui est en Chine, je veux dire, vous parlez de chiffres. Il y a une série de zéros après les... Oui, c'est une très bonne question. Non, c'est une très bonne question. Là. Puis en même temps, c'est un marché que vous devez développer. Puis, oui. Très, très bonne question, Jean-Pierre. Pour vous donner une idée de grandeur, là, pour notre division, lorsqu'on regardait les chiffres là, dans le monde, là, le Canada au complet, là, par rapport aux chiffres, ça c'est juste notre division Johnson & Johnson, produits médicaux, là, c'était 2,2%. Là. C'est ça. C'est pas... Votre plus gros marché, ce serait l'Asie ou... C'est encore les États-Unis. OK. Oui, les États-Unis, c'est encore le plus gros marché. Mais évidemment, une entreprise comme la nôtre, eux, regardent les marchés en croissance. C'est ça qui est important. Ce qui est là, évidemment, c'est bon pour payer les frais courants, mais une entreprise à la bourse, pourquoi qu'on achète des actions, c'est qu'est-ce que le potentiel de croissance. Donc, l'objectif, c'est d'aller toucher les marchés asiatiques. C'est là que ça se passe. Là. Le Japon, c'est très bien intégré. La Corée, c'est très bien intégré. Mais la Chine, c'est un marché à développer. Oui. C'est bon. Puis, ton travail au quotidien, disons, toi, c'est quoi? Là? T'es maintenant un gestionnaire? Là, oui. Tu ne vas plus en salle d'opération ou à peu près pas? À peu près pas. Je vais venir sur... une journée typique, c'est vraiment... Il n'y a rien de typique. Okay. Il n'y a rien de typique parce que il se passe toutes sortes d'affaires. Soit un problème de backorder qui est majeur. Là, on va faire un projet spécial pour ça. Ou on a des ententes de fellowship avec certains centres universitaires. Donc là, il faut signer des ententes, s'entendre, respecter évidemment nos règles healthcare compliance. Je ne saurais pas dire ce serait quoi le terme en français, mais on est régi, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Évidemment, le légal aussi. Ensuite de ça, évidemment, les chiffres. On doit jouer à gérer les chiffres, les projets spéciaux. J'ai ma gang aussi à m'occuper parce qu'il arrive toutes sortes de pépins de façon régulière. Puis, oui, c'est une entreprise, c'est quand même une très bonne entreprise pour laquelle travailler, mais c'est quand même exigeant. Là, c'est quand même, de façon surprenante, et j'expliquais ça, c'est que les attentes du marché financier, ça a quand même un impact dans notre façon de penser à l'interne. En fait, c'est une compagnie, je veux dire, cotée en bourse. Exactement. On voulait en parler plus tard, là, où je voulais t'amener là, mais... Vous êtes quand même une compagnie cotée en bourse dont l'objectif principal est de faire des profits. Exactement. Parfois, ça choque un peu de l'imaginaire collectif. Là, puis c'était pas l'objet de la rencontre d'aujourd'hui, mais il a été évoqué à un certain moment durant la pandémie de retirer les brevets ou d'annuler les brevets des vaccins. Mm-hmm. Puis là, c'est sûr que ça avait du bon sens d'un point de vue. Je ne dis pas que ça avait du bon sens, mais c'était peut-être compréhensible du point de vue de l'image publique. Mais je me mettais à la place des actionnaires des compagnies. Ça peut être délicat un peu à vendre en session d'actionnaire, de dire, écoutez, on investit des milliards sur le vaccin, puis au lieu d'avoir le brevet 10 ans, on l'a juste
6 mois. Ouais. C'est un peu délicat. Là, Très délicat. Et ça, on aura sûrement l'occasion D'en parler tout à l'heure. tantôt, oui. Ce serait quoi, mettons, la source de satisfaction principale dans ton travail? De façon surprenante, moi, j'aime bien... le travail chez nous, c'est beaucoup un travail... ça fonctionne par projet. Je vais donner un exemple. Je vais essayer de trouver un exemple qui est intéressant. Exemple, présentement, là, au niveau de l'orthopédie, on travaille sur la fermeture, de la plaie pour permettre la chirurgie d'un jour. D'accord. Donc, beaucoup en remplacement de genoux, de hanches, tout ça. Puis évidemment, quand les représentants arrivent avec un projet comme ça, souvent, c'est assez difficile. C'est quand même... faut convaincre les chirurgiens, convaincre aussi le personnel administratif, tout ça, parce qu'il y a des coûts, tout ça, mais sauf qu'il y a quand même des coûts importants qui sont sortis du système en faisant une chirurgie d'un jour. Ça. Donc ça, quand les représentants réussissent à faire ça, puis ça demande quand même du temps, puis beaucoup parler aux bonnes personnes, ben ça, pour moi, c'est atteindre des projets comme ça, puis les fermer, puis les mettre à jour. Ça, moi, c'est une source de satisfaction, quand on est capable d'y arriver, mais c'est quand même long. Ça, c'est un petit exemple. Puis une source de frustration. Juste sinon, ça va prendre 3 heures. Non, oui, c'est ça. Ben, ce qui est particulier dans notre domaine, c'est qu'on a plusieurs clients. Dans le sens que, bon, exemple, toi qui es chirurgien, ben, il y a un aspect que toi, l'aspect clinique est super important. Tu as des concerns cliniques par rapport aux patients et tout. Ensuite de ça, l'administration a des concerns, des préoccupations financières. Ils veulent s'assurer qu'ils respectent les budgets, tout ça. Donc là, ça, c'est un autre palier de clients. On a aussi le personnel infirmier qui va avoir d'autres concerns. Donc, ce qui arrive, c'est que quand on arrive dans un centre hospitalier, il faut comprendre qu'il y a plusieurs personnes qui influencent la décision. Puis des fois, ben, une personne ou un groupe veut avoir quelque chose, veut avoir tel produit ou telle affaire, mais financièrement, on ne peut pas le faire. Puis là, c'est quoi les impacts de ça, tout ça. Fait que ça, c'est quand même difficile parce que les attentes des gens ou bien les besoins des gens sont différents. Évidemment, entre l'administration et la clinique, des fois, c'est assez différent là, de façon... régulièrement, c'est des choses qui... Il y a plusieurs choses là-dedans. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de... On l'apprend en grandissant, entre guillemets, dans le système. C'est les nouveaux chirurgiens qui commencent en pratique, souvent sont déçus ou choqués de ne pas avoir accès instantanément aux derniers produits venus sur le marché. Dans bien des cas, ces chirurgiens-là sont allés se former dans des milieux ultra spécialisés et très bien nantis. La clinique Mayo, Cleveland Clinic, où c'est clé en main, tout est disponible. Là, ils reviennent dans un univers qui est différent, qui a ses défauts, puis parfois on essaie de les convaincre qu'il y a certaines qualités aussi là, qu'ils ne voient pas initialement. Puis effectivement, ça a toujours, je dis pas que c'est une relation amour-haine, là, mais parfois effectivement on voit les compagnies médicales comme la tienne comme étant une compagnie qui a à visée lucrative, c'est vrai, mais le fait est que tous les instruments de travail qu'on a dans les mains actuellement, si les compagnies n'existaient pas, on ne les aurait pas. Là. Effectivement. Alors, si vous êtes essentiel aux soins qu'on donne. Là. Donc, c'est toujours ce juste équilibre entre avoir les meilleurs produits, les meilleurs prix. Puis ça, c'est vraiment l'hôpital qui va gérer ça. Puis comme tu dis, ça intercale là-dedans le médecin qui, lui, pour toutes sortes de raisons, parfois veut un produit ou n'en veut pas. Oui. Parce que... Tu dois savoir qu'on est des gens quand même assez conservateurs, les chirurgiens. Là, moi, je pense que c'est un gage de protection pour les patients. Là. Moi, j'ai toujours pensé qu'on était un peu réfractaire au changement par rapport peut-être au domaine pharmaceutique. Je donne souvent l'exemple, un médicament contre l'hypertension, le médicament A. Toi, tu viens me proposer le médicament B qui coûte moins cher, puis les études démontrent que ça fonctionne bien. Le changement est instantané. La prescription se fait tout de suite. Mais changer d'instrument médical, comme tu le sais très bien, dans certains domaines, là, sans rentrer dans les détails, mais ce qu'on appelle l'électrochirurgie, c'est presque une religion. Là. Il y a certains chirurgiens qui ne gagent que
qui ne veulent que la compagnie A. Oui. Et un chirurgien dans un autre hôpital ne veut que la compagnie B. Oui. Puis les deux vont tenter de se convaincre pendant des heures qu'un est meilleur que l'autre. Puis vous devez évoluer là-dedans. Oui, effectivement. Puis moi, en tant que personne, puis là, je parle pas, mettons, en tant que... pour l'entreprise, en tant que qui fournit des instruments. Effectivement, c'est un gage de sécurité qu'il y ait un certain conservatisme des chirurgiens, parce qu'effectivement, ils ont appris d'une façon, sont habitués, ils répètent les mêmes, ils sont habitués, ils sont confiants avec ce qu'ils font. Tu arrives avec un nouvel instrument, on est conscient de ça. Puis moi, personnellement, je suis très bien avec ça. Donc, après ça, ben là, il y a un travail qui débute, puis là, on essaie de comprendre ses besoins, c'est quoi, parce que tout le monde a des besoins, puis est-ce qu'il y a des défis, tout ça, ben là, on tente de travailler avec eux. Puis évidemment, dans les centres universitaires, c'est un autre besoin que dans les centres tertiaires, où les attentes sont différentes. Et souvent, dans les centres universitaires, ben, ils ont besoin de former leurs résidents, former les gens, donc l'approche est différente que d'un centre à l'autre. Alors, on prend une courte pause et on revient avec Stéphane Beaulieu, qui est directeur général des ventes pour le Québec pour Johnson & Johnson. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com, bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Stéphane, on a parlé un peu avant la pause là, de l'enjeu du fait que tu fais affaire avec deux clients en même temps. Là. Oui. Dans le fond, tu fais affaire avec l'hôpital, tu fais affaire avec les médecins, les chirurgiens dans ton cas. Oui. L'hôpital est très conscient qu'il y a un chirurgien qui est impliqué ou que le groupe chirurgical est là. Le chirurgien, lui, est moins conscient là, de toute la mécanique qui entoure les achats. Oui. Parfois, même nous, on est surpris d'entendre que tel représentant, techniquement, n'a pas accès au bloc opératoire ou ne peut pas rentrer tel produit parce qu'il y a une entente avec une autre compagnie. Alors, comment tu gères ça, toi? Est-ce que... moi, j'aime bien que quand j'étais représentant, puis j'aime bien que mes représentants procèdent de la même façon, de bien expliquer les enjeux. Je pense que en expliquant bien le processus d'appel d'offres, c'est quoi les enjeux de l'administration. Évidemment, on ne rentre pas dans les détails avec le chirurgien, mais on explique c'est quoi nos contraintes, pourquoi on peut faire ça, pourquoi on ne peut pas faire ça, nos limitations. Donc, de cette façon-là, le médecin comprend bien, dans la mesure du possible, il comprend bien les enjeux derrière. Et aussi, avec l'administration, on explique aussi les enjeux au niveau de l'aspect clinique des cliniciens, des chirurgiens. C'est pas toujours facile, en toute transparence, c'est pas toujours facile parce que la communication entre les cliniciens et l'administration, des fois, se fait pas ou se fait différemment. Mais moi, je suis un fan de bien expliquer les choses, de mettre les choses full transparence, comme ça les gens comprennent les défis dans lesquels on fait faire ça. Oui. Puis est-ce que tu t'ennuies du travail clinique, disons, là, de la salle d'opération, du contact avec les chirurgiens? Oui. Puis l'autre chose, tu sais, dans ma tête, c'est comme le monsieur Johnson & Johnson. Là, j'imagine que tu es encore, puis pardonne-moi l'anglicisme, le go-to guy pour beaucoup de médecins qui vont t'appeler, puis ça te concerne plus du tout. Là. Je veux dire, tu fais juste servir de courroie de transmission. Exactement. Tu renvoies ça à un de tes employés. Exactement. Si on peut dire employé, un de mes représentants dans l'équipe. Oui, effectivement. Effectivement, c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, je m'ennuie de ça parce que c'est quand même... Moi, ce qui m'a plu, c'est que c'est quand même un milieu de défis. Les chirurgiens, les gens au bloc opératoire, c'est des gens qui veulent que ça fonctionne. Il y a des défis incroyables. Puis c'est quand même des patients, c'est quand même des humains. Puis moi,
excuse le terme anglais, mais le minding des chirurgiens, puis le personnel qui entoure, je trouvais ça super intéressant, toujours positif. Évidemment, on a des histoires plus négatives, mais je veux dire, c'est un environnement quand même qui est le fun, qui est stimulant. Est-ce que tu te rappelles tes premiers séjours en salle d'opération? Oui, je vais vous le dire. Toujours un peu intimidant, je sais pas. Oui. As-tu eu mal au cœur? Oui, ben c'était intimidant. Ben oui, je me souviens, c'est la première fois que j'étais... quelqu'un m'avait apporté pour voir une prostatectomie. Donc, une résection de la prostate? Oui, excusez-moi. Okay, non, c'est bon, c'est bon. Puis, à l'époque, c'était en lapparotomie, là. D'accord. Donc le ventre ouvert? Oui. Okay. Puis, avec une vue. Puis, ce que j'avais pas saisi, c'est que le patient était sous anesthésie locale. Okay. Ou régionale, peut-être. Probablement le bas du corps anesthésié. Oui, exactement. Comme une femme qui exactement. En obstétrique. Oui. Donc, moi, j'avais pas saisi. Puis là, j'ai comme fait un saut lorsque la chirurgienne, c'est une neurologue, elle s'est mise à parler aux patients. Puis là, j'ai comme un peu... Là, j'ai saisi, puis je suis sorti de la salle parce que j'ai assez pour... j'ai pas perdu conscience, mais... Un petit malaise? Oui, j'ai eu un malaise. OK. Mais ensuite de ça, c'est venu rapidement où première des choses, on a quand même un code d'éthique, on rentre jamais en salle tant que le patient n'est pas drapé, anesthésié, évidemment, donc une certaine coupure. Puis souvent, on va rentrer en salle juste pour notre portion ou la portion, puis ensuite de ça, on sort. Donc... oui, cet aspect-là me manque. Oui, c'est un aspect qui est super le fun. Là, on apprend beaucoup de choses. Puis ce qui est le fun aussi dans les centres universitaires, souvent les chirurgiens comme toi, Jean-Pierre, souvent vous enseignez, puis tout ça. Donc, on pose des questions, vous aimez ça, nous enseigner des choses, tout ça. Fait que moi, je me souviens, j'avais Dr. Bellat à Sainte-Foy, au CHUL. Au CHUL, oui. Louis Bellat. Oui, puis je sais pas pourquoi, mais on avait cliqué, il était super gentil, puis j'avais dit, garde, j'ai dit des choses à apprendre, tout ça. Il m'avait dit, Stéphane, tu viens quand tu veux, les cas, tu viens voir c'est quoi les cas, puis là, c'est ça que je faisais, puis j'ai posé plein de questions, fait que j'ai appris à plein, là, fait que, donc, parce que j'avais mes références anatomiques dans les livres, mais dans les livres, puis sur l'écran, c'était deux choses. Tu dirais que ça t'a pris combien de temps avant d'être à l'aise dans l'environnement d'une salle d'opération? Quelques semaines seulement? Oh non, plus que ça quand même. Non, plus que ça. Je dirais, j'ai peut-être un 6 mois. OK. Ouais, 6 mois, là, je me sentais très à l'aise. Là. OK. Là, j'étais correct. Évidemment, avant chaque cas, je m'assurais, OK, c'est quoi le cas? Je révisais dans mon livre, dans mon éther, l'anatomie. Ensuite de ça, je révisais les étapes de la chirurgie. Comme ça, je savais où est-ce qu'on était, tout ça. Donc, c'est comme ça que ça fonctionnait. C'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Loin de moi l'idée de vouloir te mettre dans l'embarras, mais as-tu des idées ou un exemple où finalement tu étais tombé peut-être sur des cliniciens moins sympathiques ou, ou peut-être des cas où ça s'est mis à mal aller ou où tu te sentais plus petit dans tes souliers? Oui, c'est arrivé. Est-ce que ça... Oui, mais on n'est pas obligé d'aller là. Oui, ben oui, il est arrivé. Oui, il est arrivé des choses comme tout le monde. Là. Oui, il est arrivé des choses. Mais dans l'ensemble, assez... je vais donner un exemple. De toute façon, je ne dirai pas l'endroit, mais le chirurgien en question a essayé un nouvel instrument. L'instrument a été mal chargé, mais j'ai pas vu, parce que là, ça, c'est le travail de représentant, c'est s'assurer que l'information est donnée comme il faut au personnel infirmier, puis charger les instruments comme il faut. Mais personnellement, j'ai pas vu comment ça avait été mal chargé. Puis le chirurgien a activé l'appareil. Et c'était une intervention, là, c'est un cas de thorax. OK. Puis ça l'a sectionné, l'artère, mais ça l'a pas sans agrafé. La ligature. OK, ouais. Donc, évidemment, l'impact que ça peut avoir. Et le sang et tout. La bonne nouvelle, c'est que le chirurgien il s'est retourné. Il était très calme, donc il a
il a pris le une pince. contrôle. Il a pris le contrôle de la situation, il a pris une Ok. pince, il a fermé ça. Puis après ça, il s'est retourné et dit « Ouais, Stéphane, ton affaire, ça fonctionne pas super. » J'ai dit « Ouais. » Mais évidemment, dans ces moments-là, nous aussi, on doit rester calme. Mais c'est sûr. Puis OK, ben, c'est de comprendre ce qui s'est passé. Exactement. Puis on prend un pas de recul. Puis... Donc ça, c'est un exemple. Mais j'ai jamais eu d'histoire là, incroyable. Oui, mais que là, que ça a été l'enfer. Là, Ok, en salle je d'op. Mais je pourrais T'en en as entendu compter, parler. mais Ouais. je les compterai pas. On va se garder ça pour après l'entrevue. Pour la bière. OK. C'est bon, c'est super intéressant. Vous avez un code d'éthique, Johnson & Oui. Johnson, que j'ai lu. Puis juste, encore une fois, parce que pour moi, une compagnie dans le domaine comme le vôtre, c'est pas comme une compagnie qui vend des pneus. Là, Effectivement. parce qu'il y a des humains qui sont en jeu. Exactement. Jusqu'à quel point dans les discussions, peut-être de haut niveau, ça transpire ça, le fait qu'on n'est pas en train de vendre des pneus, on est en train de traiter Effectivement. des êtres humains. Ben, de façon surprenante, là, c'est très important. L'aspect qu'on est dans le domaine de la santé, puis à la fin de la journée, c'est des patients que vous traitez. Mm-hmm. C'est quand même pas mal important. Oui, tu sais, j'essaie de trouver un exemple que je pourrais te donner, mais le code d'éthique nous est régi. Mais je vais donner un exemple qui touche, tu sais, mettons, au niveau de la gestion de l'argent. Ça, c'est un bon exemple parce que les gens ont une perception que Johnson & Johnson, une grosse compagnie, fait de l'argent à mort, puis il y a probablement eu une époque où ce que les gens, mettons, les représentants ou les entreprises sortaient les gens, il y avait comme aller au restaurant, des choses comme ça. Maintenant, là, ces choses-là, ça n'existe plus. Là. Exact. On a un code d'éthique. Moi, je peux, à n'importe quel mois, je peux avoir quelqu'un qui fait un audit sur mon compte de dépenses, puis OK, qu'est-ce qui est arrivé, puis comment ça que tu as dépensé, il faut que je sois à l'intérieur des guidelines. Je te dirais, puis ça, c'est quand même très serré. Là. Je pense que le corps médical aussi a fait une prise de conscience à cet égard là, pour ne parler que ce qu'on appelle l'éducation médicale continue, les congrès, les associations médicales ont fait l'effort de prendre un peu de distance, disons, par rapport à leur dépendance auprès des compagnies pour le financement d'activités. Effectivement. Puis je pense que ça rend juste le processus plus serein. Effectivement. Ça n'enlève pas la relation d'affaires, qui est une relation nécessaire. Moi, je le disais tout à l'heure, on ne peut pas évacuer les compagnies comme Johnson & Johnson du tableau. Là, je veux dire, le système arrête de fonctionner. Puis on le voit très bien quand Porto Rico a été frappé par l'ouragan. Les stocks baissent. Puis là, je veux dire, ça met en péril l'accès aux soins. Effectivement. Puis on voyait, nous, les représentants, là, comme, entre guillemets, se faire aller là, pour trouver des instruments. Des solutions. Voir, il doit y en avoir dans un entrepôt. Là, je ne connais pas tous vos mécanismes de distribution. Trouver un instrument. Vous avez un cas, Dr. Gagné, jeudi, là, mais on va trouver un instrument. Il y en a un à Montréal, on va le faire venir. Là. Oui, effectivement. Donc, ça, c'est des choses qu'on voit moins. Là, parce que ça se passe un peu derrière des portes closes. Oui, exactement. C'est derrière les rideaux. Donc, effectivement. Puis, oui, effectivement, l'industrie a fait ses devoirs, et évidemment, le corps médical aussi. Donc, c'est une bonne chose. Personnellement, je pense que c'est positif. Là. Exactement. Donc, aujourd'hui, Stéphane Beaulieu, si tu n'étais pas directeur des ventes chez Johnson, tu devrais faire quoi? Très bonne question. La question, c'est pour le futur, qu'est-ce que je vais faire? On peut y aller en deux volets. Okay. Alors, point 1, si aujourd'hui, tu n'étais pas dans ce domaine-là, demain matin, tu devrais faire quoi? Peut-être que j'aurais probablement été dans le domaine financier, beaucoup financier. En même temps, quand je regarde avec les yeux du passé, ça me fait apprendre un autre volet que je connaissais pas et qui est super stimulant. Donc, au total, si j'étais resté dans le domaine financier, ça aurait été très en ligne avec mon plan de carrière. Je n'aurais pas sorti des sentiers battus. Donc, dans cet aspect-là, moi, je trouve ça super positif. Là. Puis, est-ce que le côté financier me sert beaucoup présentement dans mon travail? Parce que
il y a beaucoup de chiffres, de choses à analyser. Mais au moins, je vois tout un côté que jamais j'aurais pensé. C'est que ça, je trouve ça super positif à ce niveau-là. Alors, point 2, parce qu'avant l'entrevue, là, tu t'évoquais ta retraite prochaine, même si je te trouve encore très jeune. Donc, qu'est-ce que tu devrais faire dans une deuxième carrière? Ah, bonne question. Je pense que ma carrière numéro 2, parce que je suis encore relativement jeune, là, donc je ne voudrais pas être chez moi à rien faire, mais ça va être probablement dans le domaine immobilier. J'ai déjà commencé, ça fait quelques années. Donc, je prépare ma sortie là, dans quelques années, peut-être. Je ne sais pas, je ne vais pas donner de date, là, mais je prépare ma sortie tranquillement. Donc, tu perdrais un peu toutes ces relations-là, parce que tu es un gars de relations personnelles. Là, oui, effectivement. De relations publiques. Oui. Puis ça, t'as pas peur que ça te manque ou tu vas voir commencer une fois rendu? Ou... c'est une bonne question. C'est une bonne question. Effectivement, j'y ai pensé à cet aspect-là parce que à travers les années, on a bâti des relations avec des gens, puis je peux appeler n'importe quand ou effectivement, si je sors du milieu, là, je perds ça. Mais je vais en créer ailleurs dans un autre domaine. Là. C'est un peu comme ça que je vois mon... Mais c'est pas pour demain. Là. Je ne suis pas sorti demain matin. Si on parle de 4, 5, 6 ans, c'est presque demain. Ça s'en vient vite, oui, effectivement. Est-ce que l'horloge accélère? Hein? Oui, c'est ça. As-tu une devise, un mantra, quelque chose que tu dis souvent ou... auquel les gens t'associent, là. Les gens disent « Ah, Stéphane, il dirait ça. » ou... Ça dépend. Là. Au niveau perso ou au niveau professionnel? T'as le choix, là. On peut subdiviser chaque question. Tu sais, c'est certain, mais celle-là, elle est plus drôle qu'un mantra. Là, mais souvent, je vais dire, tu sais, parce qu'on est en affaires, là, on est en affaires, puis souvent je dis, tu sais, il faut comprendre qu'on n'est pas la Saint-Vincent-de-Paul, là, on est une entreprise à but lucratif, sans être excessif, mais on est quand même, on n'est pas la Saint-Vincent-de-Paul. Mes collègues de travail trouvent ça super drôle parce que je le sors. Ça ramène un peu, ça recentre le focus des troupes. Exactement. T'as combien d'employés en dessous de toi, disons? 9 représentants. Okay. Habituellement, dans la structure dans laquelle on est, il y a jamais plus que 7 niveaux entre le représentant qui commence puis le président de la compagnie mondiale. Hein, il y a un respect des 7 niveaux. Puis habituellement, tu n'as pas plus que 10 personnes à ta charge. OK. Parce qu'à un moment donné, ça devient impossible. Es-tu impliqué dans l'embauche et le congédiement de ces personnes-là ou c'est une autre structure dans la compagnie? Oui, je suis impliqué. OK. Ça, puis ça, c'est toujours des décisions difficiles. C'est une très bonne question. J'ai dû embaucher des gens, mais j'ai dû aussi remercier des gens. Ça, c'est jamais des décisions faciles. Ça m'est arrivé à 2 ou 3 reprises de devoir laisser aller les gens, des gens qui ont des familles, des enfants. C'est des décisions qui doivent se prendre. Ça, il n'y a pas de formation universitaire pour ça. Non, mais je pense que, à mon avis, à moi, quand c'est drôle, hein, quand tu es gestionnaire, on gère des chiffres, on gère des gens, mais il faut que tu sois super humain. Puis même dans une décision difficile de laisser aller les gens, il faut que tu sois humain pour dire OK, là, je dis les choses comme ils sont, puis on prend la décision. Parce que c'est quand même je veux dire, on fait pas ça de gaieté de cœur. Non, c'est ça. Il n'y a pas personne qui fait ça pour rire. Le plus beau souvenir de ta carrière? Je dirais, il y a quand même un projet en chirurgie thoracique au CHUM qui a pris une envergure qui était inespérée, qui était un projet pour qualifier un instrument qu'on avait pour la thoracoscopie, chirurgie en laparoscopie, mais du thorax. Puis ça a pris une ampleur là, qui est devenue une étude dans plusieurs centres universitaires dans le monde et ce que ça a fonctionné à un niveau que je pensais même pas au début. Okay. Donc, évidemment, moi là-dedans, je suis un facilitateur, mais évidemment, il y a un chirurgien qui, lui, il y a un protocole qu'on met ça en place. On parle aux bonnes personnes au niveau des affaires médicales à l'interne, ça avance.
avoir le funding, les investissements, le financement pour le faire. Et ça demande quand même, beaucoup d'efforts parce qu'on doit convaincre beaucoup de gens parce que ça demande énormément d'argent pour faire des projets comme ça. Ça, je pense que c'est mon plus gros projet. J'aimerais avoir ton opinion sur le privé en santé parce que c'est vraiment une sphère. Ça a été remis au goût du jour avec la pandémie, là, donc les contrats que le gouvernement a signés avec les centres médicaux spécialisés. Oui. Puis ça, c'est vraiment, je suis moralement convaincu que c'est quelque chose que vous regardez de près. Vraiment. Oui. Alors, ça me surprendrait que tu me dises que ce n'est pas bon, mais comment tu verrais ça, toi, là, parce que ça prend une certaine acceptation sociale. Oui. Pour les Québécois, je pense qu'il y a un malaise. Oui, effectivement. Les concepts se mélangent aussi. Oui. Donc, ça pourrait faire l'objet d'une entrevue d'une heure, juste ça, là, mais peut-être comment tu verrais ça là, parce que le besoin est là, il va l'être. Là, les attentes ont explosé. Oui. Comment tu verrais ça là, dans un moyen terme, disons, là, une fois, là, on va tenter de se sortir de la pandémie, puis de reprendre... Ce que je peux dire là-dessus, moi, j'ai habité aux États-Unis. J'ai vu qu'est-ce que c'est un système où des gens qui ont moins d'accès à la santé. Moi, je suis un fan et on doit protéger que tu sois riche ou pauvre ou n'importe quoi, que tout le monde ait accès à la santé. Sauf que moi, ce que je préconise, c'est que la façon que le service est donné aux patients, que ça passe par le privé ou que ça passe par le public, mais le patient a toujours accès et que certains politiciens, des fois, disaient comme image que sortir une carte de crédit pour avoir des soins de santé, faut pas se rendre là. Mais de la façon que le soin est donné aux patients, je pense qu'en utilisant le privé, c'est une bonne façon d'accélérer l'accès aux soins pour les patients. Comme un peu on peut voir en Europe où il y a un système à double vitesse, mais à la fin de la journée, le patient, lui, il reçoit le service soit du privé ou du public, mais il ne paye pas de ses poches. Hein, c'est ça. Est-ce que c'est quelque chose, je lance l'idée, là, oui. Est-ce que ça a été, parfois, c'est peut-être confidentiel, mais une compagnie comme Johnson & Johnson qui deviendrait propriétaire d'un hôpital, qui irait vraiment une étape de plus, là, ouvrir l'hôpital, mais encore là, dans un concept public, vendre des soins au gouvernement, est-ce que c'est quelque chose qui, à connaissance, a déjà été évoqué? Parce que les moyens seraient là. Oui, effectivement. Écoute, oui, il y a certains projets, mais plus en termes financiers. La réalité, on n'est pas des opérateurs. On n'est pas des opérateurs. Parce que ça prend une certaine expertise d'opérer. Exemple, on va prendre un bloc opératoire. Faire opérer un bloc opératoire, ça prend une certaine expertise. Puis honnêtement, on n'a pas cette expertise-là à l'interne. En termes de financier derrière, oui, ça allait être exploré. De dire, OK, il y a un partenariat et on embarque. Et là, il y a un groupe expert qui sont des opérateurs, mais ils n'ont pas les sous pour... Je comprends. Ça a déjà été exploré. Pas au Canada. OK. Pas au Canada. Ça va être intéressant de refaire un deuxième balado dans 10 ans. Wow, mais toi, tu vas peut-être être dans un autre domaine. Peut-être, mais effectivement, mais je pense qu'effectivement, l'acceptation sociale, comme tu mentionnais, est pas si facile parce que les gens, ils mélangent les concepts là, de privé, puis les gens ont peur de ne plus avoir accès. Avec raison, d'ailleurs. Oui, et je peux comprendre, mais je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait un certain benchmark de ce qui se fait dans le public en délivrant des choses par le privé. Puis je pense pas que le privé est meilleur que le public. C'est juste qu'il y aurait un certain benchmark. Là. Okay. C'est bien, je te remercie beaucoup. Le concept de l'entrevue veut qu'on soit un peu plus relax vers la fin. Là, donc, il y a une section baguette magique dans l'entrevue. Là, donc là, moi, je te donne une baguette magique, puis je te permets de changer une chose dans le système de santé instantanément. Tu changerais quoi? Je rentre pas dans les concepts, mais la façon que les hôpitaux sont financés par le ministère, par le gouvernement.
Oui. Le mode ou le mécanisme de fonctionnement des hôpitaux. Oui. OK. On ne rentre pas dans les détails, mais pour moi, parce que c'est Il y a des place à budgets, l'amélioration. c'est des budgets Ouais. centraux. Et si les hôpitaux étaient payés à l'acte, donc, exemple, aujourd'hui, il y a 20 patients en dialyse, j'ai fait, peu importe, là, et à la fin du mois ou la semaine, ils envoient leur facture au ministère de la Santé, et de cette façon-là, l'hôpital serait responsable de s'assurer que qu'est-ce qu'ils font, ils le font dans les à l'intérieur de l'enveloppe budgétaire. C'est ça. Mais les hôpitaux ont des budgets, là. Oui, mais c'est que c'est un budget, mais ils sont pas payés à l'acte. C'est un budget total pour opérer. Donc, je vais m'expliquer. Exemple, ils font 10 chirurgies cardiaques dans la semaine, ça vaut 78 000 $ chaque. Ils facturent 780 000 $. Donc, et ils s'organisent avec... Évidemment, à l'intérieur de ça, il y aurait une façon de faire que les frais administratifs sont couverts, les frais de fourniture, les frais de main-d'œuvre et tout et tout. OK. Comme ça existe aux États-Unis, mais je ne veux pas prendre cet exemple-là, c'est pas un bon exemple, mais comme ça existe en Europe. Là. Ah, tu vois, j'avais la notion quand même qu'il y avait un certain mécanisme de paiement par oui, acte. Il y a un certain, oui, il existe, oui, mais c'est pas total comme ça. C'est pas, il y a comme un, oui, il existe un volet, mais c'est pas simple. Oui, non, je comprends. Donc, c'est revoir, une baguette magique, le mécanisme de financement des hôpitaux. Ouais. C'est bon, ça. Et là, c'est moi qui reprends la baguette magique, puis je te permettrai de rencontrer n'importe qui dans le monde, vivant, décédé, pour prendre la boisson de ton choix, selon l'heure du jour ou de la nuit. Ce serait qui? C'est une bonne question. J'y ai pensé beaucoup, puis ça n'a rien à voir avec ma couleur de peau, mais je pense, parce que j'ai beaucoup lu sur cette personne-là, mais je pense que si je parlais avec quelqu'un comme Martin Luther King, ça serait quelque chose d'impressionnant. Ouais, parce que c'est au-delà d'avoir fait avancer les droits civiques, il a fait avancer plus que ça dans le sens des droits humains. C'est quelque chose que aujourd'hui on vit, mais on pense pas qu'on fait le lien avec ce qui est en mesure de mettre sur place, mais c'était quand même quand même mis sa vie en péril, ainsi que sa famille. Il en est mort en plus, c'est quand même impressionnant. Puis un personnage qui était peut-être un peu controversé aussi à certains égards. Mais ça ajoute au mythe et à l'intérêt de les rencontrer. Effectivement. C'est un super bon choix. Oui. Je pensais que tu allais me dire Nelson Mandela, mais... Non. Ben, je connais moins. Je connais moins, mais on est près des États-Unis. Donc, pourquoi je me suis beaucoup intéressé à comment que les États-Unis ont réussi à mettre les droits civiques à l'agenda. C'est quand même été une bataille qui a duré longtemps. C'est une époque assez extraordinaire. Une cause qui te tient à cœur, je ne sais pas si tu supportes une fondation ou... ça, c'est une très bonne question. Puis, écoute, présentement, je mets quand même des sous régulièrement tous les mois à une fondation de l'Alzheimer du Québec pour des raisons personnelles. Ma mère biologique est atteinte de l'Alzheimer. Et en lisant, en m'informant beaucoup sur la maladie, c'est quand même pas une maladie où il y a beaucoup de sous comparativement au cancer, des choses comme ça. Et il y a beaucoup de monde bien évidemment avec la vieillesse, les gens qui vieillissent, je mets quand même pas mal de sous. Ouais. Alors, on prendra soin de mettre l'adresse du site web dans tes notes de balado. Oui. Ceci dit, la maladie d'Alzheimer et toutes les autres démences là, sont au goût du jour dans le moment parce qu'il y a une commission parlementaire actuellement sur l'aide médicale à mourir. Où l'un des sujets à l'agenda, c'est l'aide médicale à mourir pour les personnes inaptes via les directives médicales anticipées. Donc, on parle beaucoup de maladies d'Alzheimer dans ces... rencontre-là. Puis peut-être que les gouvernements vont devoir mettre plus d'argent parce que quand on écoute les spécialistes, l'incidence, la prévalence vont augmenter énormément avec le vieillissement de la population dans les c'est quand même particulier comme maladie dans le sens que la personne qui est devant toi, physique, n'est plus la personne qu'elle
qu'avant la maladie. Là. C'est comme le corps est là, mais c'est une autre personne. Ça, c'est vraiment particulier. Donc, je trouve que ça, c'est une cause qui est la importante. maladie pour moi. d'Alzheimer. Oui. Alors, merci beaucoup. C'est déjà la fin de l'entrevue. Donc, avant de nous quitter, un dernier conseil pour nos auditeurs. Ça peut être pour les utilisateurs du système de santé. Ça pourrait être les jeunes étudiants là, qui peut-être, en t'écoutant, ont vu qu'il y avait des parcours passés par le fil de verre pour vendre des instruments chirurgicaux. C'est pas... c'est pas... c'est pas classique. Non, effectivement. Deux choses. Il y avait une question tantôt. C'est quoi pour moi la santé? Moi, je pense que tout le monde, on est responsable de notre santé. Puis les premiers responsables, c'est nous. Fait que ça. Puis je comprends qu'il y a des gens qui ont moins ces capacités-là, mais je pense que tout le monde, on doit être responsable de notre santé personnelle, autant physique que mentale, dans la mesure du possible. Et ensuite de ça, je pense que ce qui est important pour les jeunes étudiants, qui sont intéressés au domaine, c'est s'informer, connaître des gens dans le domaine et être curieux. Parce qu'il y a plein de choses. C'est un domaine fascinant dans le sens que. Puis les gens qui y travaillent, c'est fascinant. C'est un milieu qui est peut-être difficile d'accès, par contre, pour un étudiant, tu sais, qui... Oui, effectivement. Toi, tu ne pourrais pas être accompagné par un étudiant du cégep en salle d'opération. Là. Non, impossible. Il y a une partie du travail que tu connais au moment même où tu débutes. Effectivement. C'est sûr que l'idéalement, c'est de communiquer puis de parler avec des gens pour en connaître plus sur le métier. Mais c'est quand même un domaine que the sky's the limit, là, quelqu'un qui est prêt à déménager et de se déplacer, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Alors, ceci conclut mon entrevue avec M. Stéphane Beaulieu, qui est directeur général des ventes pour le Québec, pour la compagnie Johnson & Johnson. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre, c'est apprécié. Je vous invite évidemment à visiter le site web qui est baladosanté.ca au BALADOSANTE.ca. Vous pouvez donc trouver toutes les coordonnées du balado. Je vous invite à vous y abonner. Sur le site web, vous pourrez écrire un commentaire. Vous pouvez vous inscrire au site web pour recevoir les avis lors de la publication d'autres balados. Vous pourrez me suggérer des invités. Ce serait tout à fait bienvenu. Je fais également appel aux commanditaires qui voudraient supporter cette activité. En attendant, je suis Jean-Pierre Gagné et vous avez écouté La santé au-delà des mots. À bientôt.